Le golfe de Saint-Tropez dans le Var, l'une des zones les plus touristiques de France. L'ancien petit port de pêche est devenu le temple de la démesure. Bimbo, yacht hors de prix. Et surtout des dizaines de milliers de touristes par jour. En été, la population est multipliée par 4. Un des plus beaux villages de France, certainement, et pour ne pas dire un des plus beaux endroits au monde. Mer, farniente, soirées débridées, un été rêvé pour nombre de touristes. Mais cet afflux massif de vacanciers ne se fait pas sans heurts. Allez, monsieur, vous vous calmez là, vous vous calmez là. Pour les gendarmes du golfe de Saint-Tropez, la période estivale est la plus chargée. Ils interviennent près d'une vingtaine de fois par jour. Ça attire aussi des mauvaises personnes, donc forcément il y a plus d'activités au niveau cambriolage, vol, etc. De jour comme de nuit, sur terre et sur mer, les gendarmes ne laissent aucun répit aux délinquants. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi ces hommes qui veillent sur les vacances des autres. L'un des fléaux de l'été pour les gendarmes, ce sont les cambriolages. 389 en 2011 dans le golfe de Saint-Tropez, soit plus d'un par jour. Avec leurs voitures de luxe, leurs bijoux et leurs liasses de billets, les riches touristes sont des cibles de choix. En été, les voleurs frappent presque toutes les nuits. Ce matin, Gérald et David de la brigade de Grimaud en sont déjà à leur deuxième cambriolage constaté. Toutes ces villas luxueuses, ça attire du monde, forcément. C'est notre lot quotidien, ça. Comme souvent, le vol a eu lieu dans un quartier chic. On va faire une petite vue d'ensemble. Donc on voit bien le type de maison. Les propriétaires sont des millionnaires allemands. Ils possèdent 3 villas dans le golfe et au moins autant de voitures. Je suis pas un professionnel de la bagnole, mais bon, ça se reconnaît facilement. Une Bentley, une Rolls-Royce. La Porsche dans le golfe de Saint-Tropez, c'est... Si Gérald est habitué à ce type de cambriolage, le choc est toujours important pour les victimes. D'autant plus qu'il y a eu un témoin, la fille des propriétaires. Ma petite, a expliqué. J'étais dans ma Chambre. et quelqu'un il était avec Une lampe? Non, pas avec une lampe, avec quelque chose en ouvre les portes. Une clé? Non, pas une clé. Un outil? C'est un cabriolage. Et il est entré dans la chambre de ma petite fille. C'est normal, je suis un peu fâchée. Et vous avez eu peur de votre fille? Oui, bien sûr aussi. Ça, c'est le plus important. À 6 ans, la petite fille n'a pas pensé à donner l'alerte. Une valeur de combien? Le cambrioleur a donc eu le temps de se servir dans une bonne partie de la maison. J'ai le bijou avec moi. Mais pas le bijou très très cher. Oui. Ça, c'est une bague pour 1500 €. Mais les montres, ils sont... Les montres, c'est très cher, les montres. Oui, le Rolex, je pense, Rolex, 8000 et les autres 15. Ouais. En plus des 25 000 € de montres et de bijoux, le voleur a emporté le sac de la fillette. À l'intérieur, des smartphones et plusieurs centaines d'euros d'argent de poche. Tout était fermé. C'était où les bijoux? J'étais dans un coffre parce que ici il y a le coffre de ordinateur. Le vol porte beaucoup sur du numéraire, vol de bijoux, donc de la maroquinerie de luxe. Donc on a quand même beaucoup de... Là, c'est quand même un grand cambriolage, comme on va dire. David ne croit pas si bien dire. Le cambrioleur a aussi mis la main sur une grosse somme d'argent en liquide, pourtant bien dissimulée. La propriétaire, elle avait rangé une somme d'argent qui était de combien? 16 000 € Cash. en cash En billets de 500. là-dedans. Donc c'est dans un petit four, c'est quand même bien caché. Et ils ont réussi à trouver la somme. Moi, je conseille souvent aux gens de cacher leurs objets de valeur dans la cuisine. Je ne le conseillerais plus parce que la preuve est aujourd'hui qu'ils ont fouillé et ils ont eu le temps et ils ont même trouvé une somme d'argent qui était cachée dans un four. Je suis 2 mois ici maintenant, j'ai besoin d'argent toujours. C'est incroyable. Je rentre avec 20 000. Oui, c'est sûr. Vous aviez déjà été cambriolé? Au total, le butin s'élèverait à plus de 60 000 €.
Mais pas de quoi traumatiser la millionnaire allemande. Et je pense pas y cabrioler chez nous parce qu'on a trop de voitures dedans. J'ai le grand chien et voilà, c'est la première fois qu'il me cabriolet. J'ai l'argent dans mon banque, ça va. Je suis pas pauvre après le cabriolage. Une fois le préjudice estimé, l'enquête commence. Inspection de la maison, vérification des alentours. Les gendarmes tentent de retracer le déroulement du cambriolage et d'établir le mode opératoire des malfaiteurs. Ils ont commencé par percer le montant de cette fenêtre. Et tu passes une barre de fer un peu rigide et tu tournes la poignée. Ouais, ça j'ai pris, je prendrai de l'autre côté aussi. Gérald utilise une poudre très fine pour tenter de retrouver des empreintes. Un vrai travail de police scientifique. Non, y a rien. Il retente sa chance sur une mallette que le voleur a abandonnée dans le jardin. On voit 3 traces de doigts. On voit pas l'empreinte proprement dit. Il y a de fortes chances quand on voit pas le stri des empreintes, là, c'est qu'ils avaient des gants. Aucune empreinte n'est exploitable. Rien d'étonnant, les malfaiteurs connaissent bien les méthodes des enquêteurs. Gérald va le découvrir. Le voleur avait bien préparé son coup. Là, c'est facile de monter ici et de passer chez votre voisin. Et je vois qu'ils ont mis une grosse poubelle à l'envers au coin de la propriété pour passer du côté terrain de tennis. Effectivement, quand on arrive par les terrains de tennis, c'est assez discret. Vos voisins, il y a du monde à côté en ce moment? Oui. Bon, on fera l'enquête de voisinage, on verra bien. Ils ont peut-être entendu ou vu quelque chose. En attendant les résultats de l'enquête, Bruno, l'un des collègues de Gérald, patrouille dans ce quartier résidentiel. Quelques heures après le cambriolage, il repère des individus au comportement suspect. Qu'est-ce que c'est ces gens-là? Plusieurs hommes semblent rôder autour des maisons. Ceux qui vont, Bruno souhaite contrôler leur identité. Mais à la vue des gendarmes, 2 des individus s'enfuient en courant. Très vite, ils disparaissent. On va choper les autres qui redescendent. Ouais. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici là? Qui? Vous? Camping. Camping où? Camping. Vous avez une pièce d'identité? Non. Vous n'avez pas de pièce d'identité avec vous? Non. D'accord. Monsieur, venez là. Qu'est-ce que vous faites vous ici? Camping ici. Camping ici, vous allez où là? Un Giro. Les 2 qui se sont sauvés là. Et les 2 qui étaient avec vous là, c'est qui? Vous ne connaissez pas? Vous connaissez pas? Les hommes, d'origine roumaine, sont venus d'un camping de Fréjus, à 40 km de là. Ils affirment avoir fait le déplacement seulement pour se promener. Fabrice et Bruno sont sceptiques. Eux en particulier, on ne sait pas ce qu'ils font là. C'est pas trop le chemin de la plage, mais bon, tout le monde a le droit de se promener. Hein, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ou pas. Non, Non. française. C'est pas grave. Ici, il y a des vols. Si. Les gendarmes Les gens, non. contrôlent Contrôle non, les normal, gens normal, oui, qui oui, passent. non. Comme il y a des vols, on veut savoir qui est là. Non, pas dans Ok. Non, normal. Vous 2, vous restez là. Si. Ça va. 2 autres, ils partent Qui? en courant. Non, ça, on 2 connaît, non, ça, Ok, ça va. Vous connaissez pas. Malgré leurs doutes, Fabrice et Bruno ne peuvent pas prouver que ces hommes accompagnaient bien les 2 autres personnes. Les gens qui s'enfuient en courant, généralement, ont quelque chose à se reprocher. Donc peut-être qu'ils essayaient de repérer une maison, inoccupée ou pas, pour y pénétrer et dérober bijoux, argent, etc. Comme ça se fait beaucoup dans le secteur. On ne peut pas non plus être sûr qu'ils avaient de mauvaises intentions. Hein. Il faut être prudent. Par précaution, les gendarmes les emmènent à la brigade pour contrôler leur identité et vérifier leurs antécédents. Fabrice espère surtout faire passer un message à ces amateurs de promenade. Ils vont se dire, tiens, dans ce secteur-là, les gendarmes surveillent et contrôlent. Maintenant, ils connaissent notre identité, ils savent qu'on était là. Donc ça peut suffire à ce qu'ils renoncent à leur projet, si toutefois ils avaient eu des projets délictueux en tête. Les 2 hommes n'ont pas de casier judiciaire. Ils quittent donc la gendarmerie librement.
Après enquête, les gendarmes ont établi qu'il n'y avait aucun lien entre ces promeneurs roumains et le cambriolage de la villa. Les recherches continuent pour retrouver les voleurs. Ils risquent jusqu'à 7 ans de prison. Une fois la nuit tombée, ce sont les hommes du PSIG, le peloton de sécurisation et d'intervention qui prennent le relais. De 2h à 7h du matin, ils interviennent sur les situations les plus chaudes et traquent les flagrants délits. Moi, je vous vois porteur d'une arme dans cette tropée, vous êtes interpellé, il n'y a rien à dire. Bagarre, vol ou agression, ces gendarmes surentraînés savent gérer tout type d'intervention. Car à Saint-Tropez, les nuits sont chaudes et les débordements nombreux. Parmi les habitués des folles soirées tropéziennes, l'américaine Paris Hilton. Jet set, alcool, drogue, un cocktail explosif que les gendarmes doivent gérer au quotidien. Parmi eux, Christophe. Il fait partie du PSIG depuis 5 ans. Il suffit de faire une saison à Saint-Tropez et ensuite on s'habitue à tout. Les filles habillées très court, les mecs toujours bourrés. Il est 3 h du matin, l'alcool fait déjà des dégâts. Il n'est pas rare que les soirées glamour virent au sordide. Christophe est appelé aux abords de l'une des boîtes les plus sélectes de la ville. Une jeune femme aurait subi des attouchements. Avec l'alcool, ça arrive souvent que ça dégénère. Certains gars pensent que la fille est open et finalement, ça se passe pas comme c'était prévu. Dans sa tête, en tout cas. C'est l'un des vigiles de la boîte de nuit qui a alerté la gendarmerie. D'après lui, plusieurs hommes auraient essayé de profiter de la jeune fille. Elle n'est pas bien. Ouais. Et chaque fois, il y a des mecs qui partent avec, tu vois. Ils commencent à mettre des doigts et tout. Je dis, je ne peux pas la laisser partir comme ça. Le vigile a isolé la jeune femme. Elle est dans un état second. Vous habitez où? À la maison. Mais où? Oui, je me doute bien. Mais où? Assieds-toi. Vas-y, assieds-toi. Faites-moi voir une pièce d'identité, s'il vous plaît. Pas une... Non, mais c'est les gendarmes, madame. C'est la gendarmerie. Ouais, je la cherche. D'accord. Assieds-toi. Non, mais je vais encore grandir. Je suis petit, je voudrais encore grandir. C'est pour ça que je vais rester debout. Cette Danoise ne semble pas avoir conscience de ce qu'il se passe. Christophe a bien du mal à se faire comprendre. En ce moment, vous habitez où? Non, ici, à Saint-Tropez. Oui, ça je me doute. À quel endroit? Sur un bateau? Vous voulez me fliquer? Vous fliquez. Non, je voudrais juste que vous rentriez en bon état, c'est tout. Vous ne soyez pas ennuyé par les gens. Donc dites-moi... Mais laisse-moi ça. Expliquez-moi, mademoiselle, s'il vous plaît. Ce qui vous arrive, ce que vous avez pris? Rien? Ah, si vous êtes dans cet état et que vous n'avez rien pris, bah, elle n'a pas l'air dans son état normal, la demoiselle. Donc on va essayer de voir ce qui s'est passé et surtout savoir où elle habite pour pouvoir éventuellement la faire ramener ou la ramener nous. Vous avez que ça? Au bout de plusieurs minutes, la touriste lui donne enfin son adresse. Il y a son nom ici. Avec 30 mètres. Allez, tu nous suis, on te ramène. Mais non, I have a bodyguard. Elle semble même apprécier la compagnie des gendarmes. Allez. Why don't I can't go dance? I want to go dance now. It's close. Vu dans l'état où elle était, elle a failli être embarquée par 3 gars qui commençaient déjà à lui faire des attouchements, donc on va pas prendre de risque, on va la accompagner gentiment jusqu'au port. Cette Danoise finira la nuit en toute sécurité, sur son bateau. Mais la soirée n'est pas terminée pour Christophe. 1 heure plus tard, une bagarre entre 2 groupes de jeunes a été signalée sur la place des Lys. Un lieu où les fêtards finissent leur soirée. Là, au sol, au sol, va au sol. Tourne-toi, tourne-toi, tourne-toi. Dégage-toi, dégage. Tourne-toi, tourne-toi. Toi, tu t'approches. Les gendarmes ont vu ce touriste brésilien frapper un jeune par derrière. Il est interpellé. Damien, là. A priori, 2 groupes de vacanciers éméchés en sont venus aux mains, mais le motif est flou. Ils sont passés où, là? Christophe fait le tour de la place, à la recherche des autres jeunes impliqués. Ce sera peine perdue.
Comme bien souvent, devant les forces de l'ordre, tout le monde s'est enfui. On a vu courir un grand nombre de personnes. Le premier qu'on a vu frapper par derrière une personne, on y est allé. Il y a un trouble à l'ordre public. On interpelle la personne ou les personnes que l'on peut. On est que 3, on interpelle une personne. Il est mis en ivresse publique et manifeste. Il s'expliquera sur les faits demain, une fois qu'il sera en dégrisement, qu'il aura passé la nuit en dégrisement. Mais les amis du Brésilien ne comprennent pas pourquoi leur camarade est arrêté. Une de ses copines tente d'amadouer les gendarmes. Il dégage là, il dégage de la voiture. Oh, you go away, go away. Miss, go away. Vous parlez anglais? Oui, je parle anglais, mais go away. Is English? No? Yes. Go away. Okay? What happened? What's happened? You didn't see the fight? I see. He fight everybody. No, I saw the fight. no problem. I know, it's Oh. wrong, very wrong. I ben, hate fighting. He sleep at the police station now. Okay? And where's the other guy No, that fought with miss. me? Go away, please. Allez, on y va. Une nuit comme les autres pour les hommes du PSIG, car l'équation est toujours la même. Afflux de personnes, bagarre. Alcool, bagarre. Le jeune homme passera la nuit en cellule de dégrisement. Puisqu'aucune plainte ne sera déposée contre lui, il pourra reprendre ses vacances tranquillement le lendemain matin. Les hommes du PSIG reprennent leur patrouille. Il est 5 h du matin et l'alcool continue de faire des ravages. Serré à droite, serré à droite. Sur la route entre Saint-Tropez et Ramatuelle, un riverain a entendu un crissement de pneus, suivi d'un grand boom. Sans adresse précise, les gendarmes scrutent les fossés. Damien, regarde un peu sur les côtés là. Tu vois pas une voiture. Ah ouais. Descends. C'est une moto sur le bas-côté qui les alerte. Son conducteur suivait la voiture accidentée. Non, il n'y a personne dans la voiture. La personne est sortie. Bah elle est où? Elle est où la peur? Vous restez là, monsieur, s'il vous plaît. 2 mètres en contrebas, une voiture est sortie de la route. L'accident est impressionnant. Après avoir enfoncé un grillage et déraciné un arbre, le véhicule a fait plusieurs tonneaux. Sa course s'est arrêtée sur le toit. Bonjour mademoiselle. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Malgré la violence du choc, la jeune femme a pu sortir de la voiture et semble indemne. Par précaution, Christophe appelle les pompiers, car en cas de traumatisme crânien, les lésions peuvent se manifester plusieurs heures après l'accident. Je pensais avoir rien, mais des fois, quelques heures après... Non, mais je travaille demain matin à 9 h, il faut pas, quoi, c'est pas possible. Là, c'est pas vous qui décidez. Non, mais je Vous avez fait... Non, mais vous êtes sorti de la route, vous avez fait un tonneau. Tenez, madame, monsieur. Madame? Vous me traumatisez, là. Je vous traumatise, non, vous avez été traumatisé par l'accident. Oui, oui, aussi. Vous soufflez. Non, vous prenez un... Vous prenez un... Bah, il va briller. Allez, vous soufflez de façon continue. Allez-y. Encore. La jeune femme rentrait d'un anniversaire. Son mari la suivait à moto. Indicatif. Christophe a peu de doutes sur les causes de l'accident. Donc vous êtes positive. Comme bien souvent dans ce cas, la conductrice est alcoolisée. Un comportement dangereux qu'elle reconnaît. En fait, dans ces cas-là, ça va tellement vite que j'ai pas capté ce qui s'était passé, quoi. C'est un virage que je prends tous les jours, j'habite là l'année. Je pensais que je pouvais rentrer jusqu'à chez moi et en fait pas du tout. Et ouais, j'ai voulu faire la maline et je suis pas arrivé. J'assume totalement toutes les conséquences. On a vu des accidents beaucoup moins violents et beaucoup moins spectaculaires et le conducteur avait beaucoup moins de chance. Donc je pense qu'elle peut, pour aller brûler un cierge demain, je pense qu'elle s'en sort vraiment pas mal. La jeune femme est emmenée à l'hôpital pour subir des examens. Au final, elle souffre seulement d'une contusion au coude. D'autres s'en sortent moins bien. C'est en journée que la circulation est la plus dense dans le Golfe. Sur la route du littoral, les accidents sont quasi quotidiens. Nous retrouvons les gendarmes de Grimaud. Michael vient de rejoindre la brigade. C'est sa première patrouille. Avance, allez, avance. Un accident vient de se produire. Un adolescent a fait une chute de scooter. Son état est préoccupant. Les pompiers sont sur place. Ses cervicales ont été touchées.
il risque une paralysie. L'accident a eu lieu alors que ses amis le précédaient sur un autre 2 roues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, jeune? Le guidon, il a tourné comme ça, il a dû passer par devant, il avait un peu le casque en arrière, il a des traces sur le cou. Et il n'avait pas le casque en plein? Si, il avait le casque. En fait, mis comme ça, un peu espacé là devant. Quand il a dû tomber, ça a donné un coup avec le casque, je pense. Il a une grosse marque sur le cou et qu'il tremblait. Chez les jeunes, la mode est de porter son casque sur l'arrière du crâne. Une coquetterie qui peut leur coûter la vie. Voilà, la jugulaire, elle est défaite au maximum. Et puis comme ça, il le porte. L'avant du casque, il arrive ici, quoi, au lieu d'être là. Donc forcément, quand on tombe sur la tête, c'est l'arrière qui tape au niveau des cervicales. Le casque, il sert absolument à rien, quoi. C'est comme s'il ne l'avait pas, quoi. Alors c'est un peu dommage de le mettre et de ne pas le mettre correctement, quoi. C'est ça le pire, quoi. C'est pour vous, hein. C'est l'une des routes les plus dangereuses sur le golfe. C'est parce qu'il n'y a pas de terre-plein central. Les scooters, comme vous le voyez, en plein été, il y a des bouchons, donc ils utilisent les zébras et on n'est pas tout le temps là. Et souvent, les touristes, eux, font pas attention, tournent n'importe comment. Le 2 roues arrive en même temps et ça finit en accident. Malgré le trafic, aucune voiture n'a percuté le jeune garçon. Ses amis ont tout de même eu une belle frayeur. On a entendu un gros boom, on s'est retourné, il était par terre, il bougeait plus. Ouais, cette route, c'est un truc de ouf, ce route. Cette route, tout le temps, il y a des accidents. Tout le temps des accidents, tout le temps des trucs qui se passent. Et même là, cette fois-ci, c'était nous. Les 2 jeunes s'en vont avec le casque un peu mieux attaché qu'avant. Pendant que leur ami est conduit en urgence à l'hôpital. Il s'en sortira avec une simple commotion cervicale. Mais les routes du Var restent très dangereuses. En 2011, 68 personnes y ont trouvé la mort et 1200 autres ont été blessés. Pas de quoi effrayer les vacanciers qui viennent du monde entier pour visiter Saint-Tropez. Près de 30 000 touristes déambulent dans le port chaque jour. Ils viennent s'y promener et admirer les yachts des millionnaires. Mais avant d'être le rendez-vous de la jet set, Saint-Tropez était un paisible village de pêcheurs. Depuis 15 ans, Lucien voit la ville changer à bord de son Pointu. Un petit bateau qui a appartenu à l'une des figures de Saint-Tropez, Brigitte Bardot. C'est chaud, hein? Là, c'est l'été, là. C'est elle qui l'a baptisé Piou Piou. Avec ses 4 mètres, difficile de faire le poids face au yacht. Si on regarde tout, c'est des mesures, l'argent qu'il y a. C'est des mesures. Les gros yachts, les gros trucs, c'est impressionnant. En été, la navigation est très dense. Aux heures de pointe, des centaines de bateaux se croisent et les accidents sont nombreux. Chaque jour, Lucien voit des vacanciers piloter au mépris des règles de navigation et des limitations de vitesse. C'est des gens qui ne sont pas habitués à naviguer en général, ou qui louent des bateaux pour la journée, hop, ils ne prennent pas de marins confirmés. C'est ceux-là qui sont dangereux. Ils peuvent vous couper un dos, là, direct. Comme celui-là qui arrive, là, qui ne regarde pas. Là, ils passent et ils vous font une grande vague, là, puis débrouillez-vous. L'été dernier, 36 personnes ont trouvé la mort en mer Méditerranée. C'est pour éviter les accidents que la brigade nautique des Issambres patrouille tous les jours. Les 6 gendarmes, à la fois plongeurs et pilotes, travaillent sans relâche. Leur mission, traquer les excès de vitesse et les comportements à risque. Cédric et Philippe font partie de ces gendarmes des mers. À bord de leur bateau semi-rigide, ils sillonnent le golfe à l'affût des délinquants. Car sur l'eau, les dangers sont nombreux. Le souci principal, c'est un risque de collision. Et lorsqu'il y a une collision entre 2 bateaux, il peut y avoir des personnes éjectées. Et une fois qu'on est en mer, c'est pas comme sur la route. On n'est pas posé au sol, on attend les secours. La mer, on risque de couler. Voilà, ça, c'est une cigarette. Dans le bruit. Philippe repère une cigarette en infraction. Ces bateaux ultra rapides peuvent aller jusqu'à 200 km/h. Le pilote a ralenti en voyant les gendarmes, avant de redémarrer à plein gaz dans le golfe, limité à 20 nœuds. À 35 nœuds, on rattrape pas. La cigarette dépasse largement la vitesse autorisée, mettant en danger les plaisanciers. Les gendarmes poussent leur bateau au maximum pour tenter de la rattraper.
attention que ça va aller, sinon ça va pas le faire. Et s'il va à Nice, on n'est pas bien, hein? Ah non, là. Cédric et Philippe sont à plus de 70 km/h. À cette vitesse, sur l'eau, chaque vague est un choc violent. Au bout de 3 minutes, et grâce à leur sirène, les gendarmes parviennent enfin à faire stopper la cigarette. C'était sport parce qu'on était à fond et bah, difficilement on l'a rattrapé. Enfin, on l'a rattrapé parce qu'il s'est arrêté. 35 nœuds, voire plus. Bonjour, vous connaissez la réglementation dans le secteur? Ouais, 20 nœuds. Vous étiez à 25 briques. Donc ça fait en nœuds? Ça fait un peu 21. D'accord. Presque. Ok. Les deux hommes nient l'excès de vitesse et commencent à parlementer. Mais moi je vais vous verbaliser. Vous dites 35 nœuds. Mais vous avez quelque chose d'un papier comme quoi vous m'avez flashé? Il n'y a pas de flash. Ah, on est en mer. Mais moi je n'étais pas à 35. Vous me direz ce que vous voudrez. Ce sont des mécaniciens pour une société de bateaux. Ils testaient le moteur de cette cigarette. Cédric prend l'audition du pilote. Celui-ci ne reconnaît toujours pas son excès de vitesse. Chaque fois, vous êtes à 25 nœuds, vous êtes, attendez, pour rigoler. Je veux bien, ça va 5 minutes, on est là pour travailler, je suis pas à 50 nœuds, je suis pas à 60 nœuds, je vais dire arrêtez maintenant. Laissez-nous travailler, dès qu'on voit une cigarette en mer, allez, on arrête, Vous étiez toujours dans le golfe, vous n'étiez pas encore sorti des limites, vous avez mis un petit peu les gaz, mais vous, c'est sûr qu'à 70 nœuds, 35 nœuds, vous le sentez pas, mais c'est Non, normal. bien sûr, non, on est abrutis, on sent rien. J'ai pas dit que vous étiez abrutis, j'ai dit par rapport à... Non, mais c'est pas grave, non, c'est bon, je suis pas les vaneurs, on les connaît quand même. Le pilote est agressif, mais Philippe reste sûr de lui. Il sait très bien qu'on a les mêmes instruments. Dire qu'il était à 21 nœuds, je trouve que c'est sous de la gueule du monde, quoi. Pour moi, honnêtement, c'est se foutre de la gueule du monde. Il savait très bien. C'est des gens qui ont dit qu'ils étaient marins, qui sont d'ici, qui connaissent la mer. Je veux dire, voilà, terminé. Ok, j'étais au-delà de la vitesse, point barre. Je veux dire, on va pas aller bien loin. Prendre les gens pour des idiots, nous faire passer pour des imbéciles, on connaît pas la mer, votre machin il marche pas et tout. Je trouve que c'est pas un bon comportement pour moi. L'homme ne semble pas avoir conscience des risques qu'il a pris, ni des accidents qu'il aurait pu provoquer. Et bon, je pense pas que je risque grand-chose, là. On va mettre en prison. Je crois qu'il y a pire. Je vous remets une convocation donc, pour les affaires maritimes. Les affaires maritimes à Toulon. Ça vous embête? Là, ça fait perdre la journée. C'est la préfecture maritime qui décidera de la sanction. Le pilote risque un retrait de permis et une amende qui peut monter jusqu'à 3 750 €. Pour traquer des bateaux si rapides, tous les étés, les gendarmes reçoivent une arme fatale, des jet-skis flambant neufs. Autre particularité par rapport à l'année dernière, il n'y a plus de câble, c'est beaucoup plus souple. Ouais. Des engins ultra puissants. Vitesse de pointe, 110 km/h, presque 2 fois plus que les bateaux habituels des gendarmes. Et on est content de les recevoir, mais il faut être prudent, parce que ce sont quand même des engins qui vont très très vite, qui ne se manipulent pas n'importe comment, et ça peut devenir dangereux si on fait n'importe quoi. Donc il y a une part d'euphorie, enfin entre parenthèses, hein, mais aussi une part de prudence. Avec leurs 185 chevaux, ces jet-skis peuvent poursuivre n'importe quel bateau en excès de vitesse. Mais ces bolides présentent des risques pour les pilotes. La chute peut être à tout moment. Et le jet qui chute, il est de suite mis en danger parce que les bateaux ne vont pas le voir. Alors, on ne représente pas grand-chose et voilà. Là, alors ça, c'est ce qu'on craint le plus en été. Voilà. Les jet-skis sont arrivés à temps, car dans quelques jours, une grosse opération va avoir lieu. Et ils seront alors indispensables aux gendarmes. Sur Terre, la brigade de Grimaud doit gérer un autre problème lié à l'affluence touristique. Au carrefour de la Foux, l'un des points névralgiques de la circulation dans le Golfe, des laveurs de vitres roumains proposent leur service en toute illégalité. Pire, ce petit boulot virerait aux raquettes. Il n'hésiterait pas à menacer et à frapper les automobilistes.
À la gendarmerie de Grimaud, une opération de grande ampleur se prépare. La lieutenant veut frapper fort contre ces nuisances. Le carrefour, c'est un lieu qui est fréquenté très régulièrement par les laveurs de vitres, qui causent de nombreux troubles à l'ordre public. D'autant plus ces dernières semaines qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus violents. On a eu des plaintes pour dégradation de véhicules. Donc aujourd'hui, le but de l'opération, c'est de faire cesser le trouble et de relever à l'encontre des laveurs de vitres l'infraction de mendicité agressive. Pour relever cette infraction, les gendarmes doivent surprendre les laveurs de vitres en flagrant délit. 7 véhicules et près de 30 hommes sont mobilisés. Rétroviseur cassé, pare-brise rayé, coup de bâton. Gérald a déjà recueilli plusieurs plaintes contre ces laveurs de vitres. Ils ont peur de personne, eux. Ils se mettent à cet endroit-là parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent. Donc ils arrivent autour, les gens ont peur. Ils s'en prennent souvent à des femmes seules ou à des personnes âgées. Donc voilà, ils cherchent les personnes les plus faibles pour pouvoir leur forcer un peu la main et récupérer de l'argent. Chaque équipe doit arriver par une entrée du rond-point pour que les arrestations soient simultanées. Ils sont 3 au feu, 2 femmes, 1 homme. Cachés derrière une voiture, ces gendarmes attendent le signal. Prises en tenaille, ces 2 femmes n'ont pas tenté de s'enfuir. Vous restez là, vous bougez. Ce sera un peu moins facile pour l'équipe de Gérald. Les laveurs de vitres partent en courant. Viens ici, viens ici! Arrête-toi! Arrête-toi, je te dis! Vas-y. Au sol, mets-toi au sol. Mets-toi au sol. Voilà, au sol. Tu as compris ça? En quelques mètres, Gérald parvient à en maîtriser un. Ses collègues en rattrapent un deuxième. Ouais, ça va, on a été assez rapide. Tout le monde est arrivé en même temps. Vous allez vous lever, monsieur. Bah, ils ont bien senti que ça devait pas être comme d'habitude, vu le nombre de véhicules qu'on a pris et le monde qu'on était. Moi, je pense qu'ils ont compris que c'était pour eux, quoi. En fouillant les alentours de la station-service où se basent les laveurs de vitres, Gérald trouve une de leurs planques. Ouais, bah, comme on peut voir, ils cachent le petit citron dans les arbustes. Ils ont des matraques. Donc pour vous dire à quel point ça peut devenir violent si jamais les gens ne se laissent pas faire. Voilà autant de preuves qui peut confirmer qu'on a bien fait de venir taper aujourd'hui. Pour s'assurer qu'aucun laveur de vitres ne leur a échappé, Gérald et ses collègues se rendent sous la route. C'est dans ces tunnels difficiles d'accès non, par là c'est pas possible. Que les laveurs de vitres ont établi leur camp. Non, où tu les as vus? Vous avez fait la gueule d'à côté là? Non, on est resté que là, nous. Allez, range-lui, allez voir. Les laveurs de vitres se sont installés dans l'une des alvéoles. Tentes, vieux matelas, réchauds. Les conditions de vie sont vétustes, même dangereuses. Ces tunnels sont destinés à l'évacuation des eaux de pluie. Ils s'installent dans des endroits où ils n'ont pas le droit. Ça devient de plus en plus insalubre. Ils vivent dans des endroits, voilà, faut voir. Hein, ils ont mis des tentes à l'arrache et je ne sais pas comment ils font pour vivre ici. En plus, c'est hyper dangereux, comme on expliquait, avec s'il vient un orage, ils risquent leur vie là-dessous. Hein. C'est bon, clair pour nous ici là. Il n'y a personne là-bas? Ah, aucun laveur de vitres ne se cache ici. Tous ceux qui étaient présents ont été arrêtés. L'opération est donc un succès pour Gérald. Peut-être 1 ou 2 qui ont pu passer à travers les mailles du filet, mais je ne suis pas sûr quand même. Parce que c'est à peu près le groupe qu'on a l'habitude de contrôler. Tous ceux qui étaient ciblés ont été pris. Ça, c'est une bonne chose. En tout, 7 personnes, dont un mineur de 15 ans, ont été interpellées. Ces citoyens roumains ont des papiers en règle. Ils seront emmenés à la gendarmerie avant d'être relâchés sur décision du parquet. Les gendarmes le savent, ils risquent de les recroiser durant l'été. Comme chaque soir, les fêtards sont de sortie dans le golfe de Saint-Tropez. L'alcool coule à flot et les esprits s'échauffent. Pam Grimaud sur écoute, parlez. Nous retrouvons Gérald de la brigade de Grimaud, qui est en surveillance de nuit. Il est 1h du matin, l'heure de la fin de patrouille.
Ouais, je répète la transmission, le restaurant, le caisse à la garde freinée pour une bagarre, d'accord? On n'a pas plus d'éléments sur le nombre d'individus. Gérald et son collègue Martial ne sont pas prêts d'aller se coucher. Une bagarre vient d'être signalée. C'est le jeu de la nuit, hein, quand on est en période estivale. On a des patrouilles prévues, c'est sûr, mais on sait très bien qu'on peut ressortir à tout moment. On s'ennuie pas. À l'arrivée des gendarmes, les pompiers sont déjà là. La victime se fait soigner. Ses agresseurs se sont enfuis. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Je me suis fait choper par 3 gars, ils m'ont défoncé à coups de bouteille. Vous les connaissez? Ouais, mais je porterai pas plainte et j'en ai rien à foutre. Très excité, très agité. L'homme est alcoolisé et donne du fil à retordre aux pompiers. C'est des paysans. 90, moi je suis puissant. Moi je les en... Moi je leur dis, je vous en... Je suis encore debout. Les pompiers nous demandent si vous voulez être évacué quand même à l'hôpital pour être visité par un médecin, vu que vous êtes blessé. Franchement, messieurs les gendarmes, je vais très bien. J'ai juste envie de les éclater. Le jeune homme refuse de porter plainte et de se rendre à l'hôpital. Les gendarmes ne peuvent l'y obliger. Ils le laissent donc partir. Il y a eu une bagarre apparemment entre personnes alcoolisées. Hein, et le monsieur, il est énervé parce que voilà, il s'est battu. Le monsieur, il est énervé, à mon avis. Devant vous, je les défonce. Vous pouvez me suivre, je les défonce. Mais loin de s'être calmé, le jeune homme fait du raffut un peu plus loin. On va l'embarquer, hein. De toute façon, il est bourré. On va lui faire comprendre que de toute façon... Dégager la voiture, on le prend, on le fait souffler et on l'emmène. Lui, on va l'embarquer, hein. De toute façon, sinon il va nous foutre le bordel dans le village. Allez, venez. Allez, monsieur, vous vous calmez là, vous vous calmez là. Vous vous calmez, monsieur. Vous vous calmez, monsieur, s'il vous plaît. Moi, je les fume. Si vous les fumez pas, je les fume, moi. Alors, vous vous calmez. Moi, c'est moi qui les fume. C'est des... Ils m'ont cassé des bouteilles sur la gueule. On l'a compris, monsieur, on veut bien vous aider, nous. Attention, toi. J'ai juste envie de les fumer. Parce que c'est des... Parce qu'ils pleurent pas de leur cou... Parce qu'ils sont toujours plusieurs. C'est comme vous, vous êtes toujours plusieurs. Il n'y en a aucun qui porte ses... Vous m'avez suivi. Je leur ai dit... L'homme est très agressif. Les gendarmes veulent le convaincre de passer la nuit à la brigade pour éviter qu'il ne se fasse vengeance. Nous, on veut bien vous aider, mais monsieur, vous avez vu, vous avez balancé une barrière. Vous avez crié dans la rue, il y a des gens qui dorment ici. Vous êtes bien énervés. Nous, c'est pour notre sécurité, c'est pour la vôtre. C'est pour la raison pour laquelle... C'est pas pour les gens qui dorment. Certainement, vous avez raison pour la sécurité. Les gens qui m'ont cassé une bouteille sur la gueule, c'est clair qu'ils vont crever. Voilà. C'est très difficile de faire comprendre aux gens alcoolisés que c'est mieux pour eux qu'ils ne se rebellent pas pour qu'on les interpelle, ça c'est clair. Ils ont l'alcool, donc ils se sentent forts souvent. Bon, face à 2-3 personnes, ça ne marche pas quand on est alcoolisé. Le jeune homme finit par accepter d'être menotté et embarqué calmement. Il passera la nuit en cellule de dégrisement. Les gendarmes identifieront ses agresseurs, mais sans plainte de la victime, impossible de les poursuivre. L'été, des bagarres comme celle-ci ont lieu presque quotidiennement. Cette nuit-là, les gendarmes vont intervenir sur un cas beaucoup moins habituel. Cet homme a été retrouvé le crâne en sang, avec une plaie de plusieurs centimètres. Le blessé quasi octogénaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pardon? Ah oui, alors il boit ce qu'il boit. Et pourquoi vous avez reçu un coup sur la tête? Parce que je me suis énervé avec lui. Vous êtes? Je me suis énervé, j'ai dit, il aurait rentré mon heure. Et avant de rentrer, il faut que je ferme toutes les barres. À 79 ans, le vieil homme originaire de Paris est venu faire la saison comme cuisinier. Il a loué une chambre chez un particulier. Il se serait battu parce que son colocataire est trop souvent alcoolisé. Vous avez reçu quoi comme coup sur la tête? Une barre de fer, il m'a frappé. Avec une barre de fer? Une barre de fer ou une matraque. Où? Ou une matraque, je ne sais pas. Ou une matraque, d'accord, vous savez pas. Doucement, doucement, allez-y doucement. Allez-y doucement. Le discours du vieil homme est confus. Et pour l'instant, l'auteur des coups est introuvable. Il faut démêler, quoi, essayer de comprendre le pourquoi du comment, parce que chacun donne sa version. Enfin, les gens donnent...
monsieur, il a 79 ans, il est là pour faire la saison, ça veut dire qu'il travaille. Et le motif, on l'a pas encore, le motif de... Pourquoi il vous a frappé? Vous savez? Parce que quoi? Parce qu'il aimerait être tranquille chez lui. Il veut pas qu'il rentre en bourré. Son ami en Ouais. Ah, il est là, le mec. Des passants auraient repéré l'agresseur de l'autre côté de la place. Posez ça par terre, s'il vous plaît. Posez ça par terre. Oui. Posez la bouteille. Allez, venez avec moi. Surprise, l'agresseur lui aussi fait partie du 3e âge. Très alcoolisé et menaçant, il est sorti de chez lui avec ce bâton. La matraque, là, le bout de bois, là, vous faites quoi avec ça? Non, je n'ai pas. Après, quand il m'a frappé, j'ai pris ça. Il est allé me chercher, je n'en ai pas trop vu. Où est-ce qu'il est? Où il est? Qu'est-ce que vous alliez faire là, avec ça, là, maintenant, tout de suite? Là, si je trouve, je le frappe. Ça se passe bien, ça se passe mal. Pas de doute, à plus de 60 ans, l'homme est toujours fringant. Malgré sa légère blessure et la présence des gendarmes, il n'a qu'une idée, récupérer son bâton. Donne-moi ça. Allez, c'est oublié. Non, c'est bon, monsieur. Je ne peux pas aller dormir. Là. Hop. Calmez-vous. Calmez-vous. On a 60 ans et 79 ans. Tout est possible, hein. Tout est permis, la preuve. On s'étonne de rien. De rien. Donc vous vouliez lui remettre un coup? Oui. Eh ben voilà. Donc pour éviter que vous leur mettiez un coup. moi, Willy. Eh ben voilà. Comme ça, vous allez dormir avec nous. C'est pas moi. C'est pas moi. Le retraité passera la nuit en garde à vue. Il sera ensuite entendu pour les coups qu'il a portés à son colocataire. Une chose est sûre, leur cohabitation semble compromise. Nous retrouvons Fabrice. Ce soir, son équipe est appelée sur un cas courant, un différend conjugal. Mais plus rare, c'est le mari qui a appelé la gendarmerie. Sa femme a bu, elle serait agressive. Ça, c'est quoi? C'est vos affaires? Elle croit qu'elle me fout dehors, c'est chez moi. Ah. Le couple a un enfant de 8 mois. Après une énième dispute, l'homme a peur pour son fils, il vient de le confier à sa grand-mère. Elle est agressive devant le petit, moi j'ai pas envie que mon fils il fasse ça devant les parents. Je suis d'accord avec vous. J'ai horreur de ça. Je suis d'accord avec vous. vous. Je suis déjà pas un homme agressif, j'ai horreur de la violence. C'est très bien. Ça fait 4 ans que je suis avec elle, ça fait 2 ans qu'elle est violente et elle picole tout le temps, elle est toujours bourre. Après avoir jeté les affaires de son compagnon dans toute la maison, la femme semble s'être calmée. Bonsoir madame, c'est la gendarmerie. On peut se parler 5 minutes? Fabrice tente de rétablir le dialogue au sein du couple. Une mission difficile, puisque cette Thaïlandaise est très alcoolisée. T'as laissé plein de marteaux là, tu m'as grippé derrière, tu m'as lancé un assiette. C'est bon, Habibi. Non, tu m'as frappé en plus avec le petit dans les bras. Et tous les jours, c'est pareil. Tous les jours, elle est bourrée. Ouais, ça c'est pas... Attends, tu la femme laisse à la maison tous les jours. La tendance... C'est une raison de picoler avec un enfant de 8 mois à la maison. Le ton monte. La discussion tourne au règlement de compte. Avec son ex-mari, elle est partie déjà en prison pour un coup de couteau. Elle a fait 4 jours à Avignon. 2 fois au garde à vue, elle a déjà été avec son ex-mari. Moi, j'attrape pas de Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de la foutre? Tu as envie de la foutre dans la mer? Ah, mais si c'est pour vous disputer entre vous, vous n'avez pas besoin de nous, d'accord? Tu as envie de foutre dans la mer? Mais là, elle est calme parce que vous êtes là. C'est quoi le plus difficile dans le style de cas? Parce que C'est d'arriver à se faire comprendre et d'arriver à ce que les gens soient raisonnables. Dans des situations comme ça, on a des gens qui sont bloqués sur leur mode de pensée. Et pour preuve, la femme est presque hystérique et préfère s'adresser à notre caméra plutôt qu'aux gendarmes. Oui, d'accord, c'est très bien. Souvent? Écoutez-moi. Ok, écoute. Non. Avec caméra? Non. Souvent, je suis thaïlandais. Écoutez-moi, c'est pas le problème. Tu parles avec caméra? Bon, ben... Attends, moi, c'est Écoutez-moi. moi, il faut faire quelque chose. Nettoyer un peu. Écoutez-moi. À part conseiller une hospitalisation à la demande d'un tiers, les gendarmes ne peuvent rien faire, car aucune infraction n'a été constatée. Dans ces cas-là, leur rôle est avant tout social. Vous avez bu un petit coup? Lui, je sais pas, peut-être, j'en sais rien. C'est pas maintenant qu'on va savoir s'il y a besoin de voir un médecin, qu'on va savoir comment on règle le problème, est-ce que vous restez ensemble, pas ensemble, etc.
Qu'est-ce qu'on fait pour que ce soir ça se passe bien? Vous allez vous coucher, on n'en parle plus? C'est ce que j'ai expliqué. C'est ce que j'ai dit. Et puis voilà, et demain ça ira mieux? Monsieur qui vit une situation visiblement assez difficile et voilà, il nous appelle pour qu'on trouve une solution. C'est le genre de problème auquel on n'a pas forcément de solution immédiate. On n'a pas de baguette magique pour régler le problème, c'est pas facile. Sur les conseils de Fabrice, l'homme dormira chez sa mère avec son fils de 8 mois. Allons-y. Au revoir, madame. Sa compagne aura toute la nuit pour retrouver ses esprits. Pour d'autres, les vacances se déroulent comme prévu. Baignade, promenade et bain de soleil. Pendant que les touristes prennent leur quartier d'été dans le golfe de Saint-Tropez, une grosse opération se prépare en mer. Une quarantaine d'hommes, près de 10 bateaux et un hélicoptère sont mobilisés. L'objectif, frapper un grand coup contre les excès de vitesse trop nombreux en cette période de l'année. L'enjeu, c'est de montrer aux gens qu'on tient la zone et qu'ils ils sont surveillés et éventuellement réprimés s'ils font des bêtises. Il faut trouver de bons excès de vitesse et ça, il n'y a pas de mal. Serge et ses hommes se posteront à un endroit stratégique, à l'entrée du golfe de Saint-Tropez. Là-bas, vous avez une cardinale qui s'appelle l'Arabiou et la cardinale des Sardinaux. On trace une ligne entre ces deux. Dès que les bateaux rentrent dans le golfe, c'est limité à 20 nœuds. Et ils n'ont plus le droit de dépasser cette vitesse-là. Pour une cause qui est logique ici, c'est que vous avez jusqu'à 50 ou 60 bateaux qui vont rentrer d'un seul coup dans très peu de temps. Dans les airs, c'est l'hélicoptère qui est chargé de repérer les bateaux en excès de vitesse. Les deux jet skis ultra rapides devront ensuite les intercepter. Il est 18h30, c'est l'heure de pointe dans le golfe. Bruno n'attendra pas un signalement de l'hélicoptère, il a déjà repéré un chauffard des mers. Thierry, dans la bande des 300 mètres, c'est à droite, face à toi. Le bateau navigue à vive allure dans la fameuse zone des 300 mètres, où il pourrait heurter un baigneur. Les jet skis prennent tous les risques, comme ici, en coupant la route à ce yacht. En quelques minutes, ils rejoignent le bateau et le stoppent dans sa course. Bruno prend l'affaire en main. Le pilote, un touriste belge, minimise son excès de vitesse. Tu dis 30 nœuds, il reconnaît 20. Amène-le, va. C'est supérieur de 25 nœuds à ce qu'il aurait dû être normalement. D'autant que le bateau rasait presque la côte. Bonjour. On peut constater, ils sont à moins de 200 mètres du bord. Donc là, il peut y avoir des baigneurs, des chasseurs, d'autres embarcations. Ils pensent à autre chose, ils reviennent de la plage et puis ils sont pressés de rentrer, donc il faut aller vite. Donc on enclenche la manette des gaz à fond. Voilà. Le touriste belge, un chirurgien, ne se rend pas vraiment compte des risques qu'il a pris, tant pour les baigneurs que pour sa famille. Vous connaissiez l'existence de hauts fonds dans la région là-bas? Non, ils ne sont pas si moins profonds. Un moteur qui est là. Ça d'eau à 100 mètres de là où vous arrêtez. Et vous avez tous les rochers ici, vous avez 40 à 80 cm d'eau. En fin de compte, l'inertie, ça plante. Et les gens ils sont éjectés du bateau. En naviguant près de ces hauts fonds, la famille a frôlé l'accident, mais elle n'évitera pas l'amende. Pour cette opération, la directrice des affaires maritimes est présente sur un autre bateau. C'est elle qui fixe le montant des contraventions. 30 nœuds pour le jet et reconnaît la personne 20 nœuds. On comprend la vitesse de 20 nœuds, si on reconnaît 20 nœuds, mais le cautionnement est à 2500 €. 2500 €. Bien pris? Ça fait 250. Non, 2500. 2500. Voilà, asseyez-vous. Oui. Est-ce que vous avez du liquide sur votre bateau? Non, rien. Alors c'est payable tout de suite. Vous connaissez quelqu'un qui a 2500 €? Non mais là on va vous accompagner jusqu'à Saint-Tropez. Un montant élevé, car la directrice des affaires maritimes estime que le bateau était particulièrement dangereux pour les baigneurs. À Saint-Tropez,
la femme du chirurgien devra retirer les 2500 € en liquide. De quoi servir de leçon à ses vacanciers. On a fait un raccourci, j'ai mauvais regardé. Ce sera la dernière fois, je pense. Ah, autrement, vos vacances, ça va vous coûter cher. Non, tu peux être sûr. Pendant ce temps, les jet skis continuent de chasser les excès de vitesse. Ce bateau italien vient d'être arrêté. Le pilote doit payer une amende de 1500 €. Non, il n'a pas les 1500 €. En plus de ce yacht à près d'1 million d'euros, l'homme possède un Zodiac et un jet ski. Il dit pourtant ne pas avoir les moyens de payer l'amende. Vacances ou pas, les gendarmes sont intraitables. Ils reçoivent l'ordre des affaires maritimes de ramener le touriste récalcitrant au port. Oui, la personne est remontée à bord du yacht et elle ne doit pas redescendre. Elle appelle son avocat. Si l'Italien n'obéit pas, il risque 6 mois de prison. Au bout de 5 minutes, l'homme redescend sur le pont. Et apparemment, son avocat lui a conseillé de changer de stratégie. Des touristes qui tentent d'échapper à l'amende, les gendarmes en rencontrent tous les jours. Lors de cette grosse opération, 7 excès de vitesse ont été relevés en 2 heures. Mais c'est bien la famille belge et ses 2500 € d'amende qui repart avec le record de la journée. Cet été, les brigades de gendarmerie ont travaillé 24 heures sur 24 dans le golfe de Saint-Tropez. Gérald, Philippe, Christophe et leurs collègues ont réalisé plus d'1 millier d'interventions en 2 mois. Grâce à leur vigilance, les vacanciers peuvent continuer à profiter tranquillement des charmes de la Côte d'Azur.